Je ne suis pas marié, je ne suis pas non plus, je n'ai pas d'enfant. Je ne suis même pas allé chercher mon diplôme lorsque j'ai eu mon master. Donc je pense que je peux dire que sans être un trop gros nerd, aujourd'hui est l'un des plus beaux jours de ma vie de rôliste. Il ne souffre pas la comparaison avec ce qui est censé être un des trucs les plus importants pour un citoyen modèle, un citoyen classique. Non, moi je suis un énorme nerd et un énorme passionné et je peux vous dire que le fait de recevoir Shadow Dark RPG, c'est un des... Je suis trop content. Pour moi, c'est maintenant que commence l'année 2024, mesdames et messieurs. C'est la première fois que, en recevant un livre comme ça, je suis aussi content. Alors, je peux pas me souvenir d'il y a 15 ans. Peut-être que quand j'ai eu mon premier jeu de rôle à moi, je sais pas quoi, qu'on m'avait pas prêté ou que j'avais pas trouvé dans le grenier, j'étais refait. Mais là, c'est pas pareil. Des jeux de rôle, j'en ai reçu des tonnes. Puisque je craque de moins en moins, honnêtement. Je sais que vous me croyez pas. Mais honnêtement, je craque plus trop comme ça, d'un claquement de doigts sur un Kickstarter, un truc comme ça. Mais à un moment donné, j'achetais absolument tout et je lisais tout. Et ça a jamais été comme pour Shadow Dark. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un truc qui est top, c'est que quand vous faites une précommande, la plupart du temps, on vous offre les PDF et vous les recevez avant que vos bouquins n'arrivent. Mais le truc, c'est que le nombre de jeux où j'y suis allé pour la hype, pour la curiosité, où j'ai eu le PDF, où j'ai pas vraiment aimé ce que j'ai lu, ou alors j'ai bien aimé ce que j'ai lu, j'y ai joué 2-3 fois et ensuite je me suis dit t'y rejoueras pas, c'était cool. Et ensuite quand j'ai reçu les livres, je savais qu'ils allaient juste aller se faire voir sur l'étagère. Le nombre de jeux qui ont connu cette situation, je n'ose même pas citer des chiffres. Ça doit être des centaines. Shadow Dark, l'année dernière j'y ai joué 40 parties, un peu plus de 40 parties avec les PDF, et je suis toujours autant hype quand je le reçois chez moi. Et ultra content. À ce stade, vous devez vous dire c'est qui ce débile si vous connaissez pas la chaîne là qui nous parle de Shadow Dark. Pourquoi il nous parle de ça? Mais vraiment en fait, j'ai envie de partager avec vous le truc un peu mystique. Vous voyez des fois quand vous êtes passionné par un truc, il y a des moments de comme ça. D'un point de vue extérieur, un mec qui est pas dans le jeu de rôle et qui en a rien à foutre, il trouverait ça ridicule. Mais pour moi, Shadow Dark, c'est vraiment le Graal du jeu de rôle que je cherchais. Je n'ai jamais, je pense, joué autant à un jeu de rôle. 40 parties d'un même jeu de rôle, pour moi, je pense que j'ai jamais fait. C'est-à-dire que les plus grosses campagnes que j'ai pu mener, c'était quand j'étais plus jeune et où on faisait n'importe quoi avec les règles. Donc je dirais pas qu'on jouait vraiment avec les jeux. On mélangeait tout et en fait le plus important c'était les figurines. Mais depuis, j'ai essayé plein de petits jeux à droite à gauche, etc. Et c'était très cool, c'était un beau chemin, j'ai appris énormément de choses et j'ai beaucoup évolué en testant plein de nouveaux jeux. Mais avec Shadow Dark, honnêtement, là, on est dans quelque chose de très différent. Je suis pas juste content de recevoir un livre parce que mon cerveau, il est câblé pour kiffer recevoir un nouveau truc et faire « Oh, c'est joli », etc. Je suis vraiment content parce que j'y ai joué à balle et je sais que je vais encore y jouer à balle et que c'est un jeu qui correspond vraiment à mon approche du jeu de rôle, en fait. Qui est, pour moi, le vrai attrait du jeu de rôle, c'est la possibilité de créer et de faire ce qu'on veut, en fait. C'est un vrai espace de liberté. Et Shadow Dark, il embrasse complètement cette philosophie-là, je pense. Je vous mettrai très certainement un lien d'une vidéo que j'ai regardée sur la chaîne de Vieux Geek avec Isler Dargol, je crois, et dans laquelle je me reconnaissais vraiment dans ce qu'il disait par rapport à son approche du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'en soi, le jeu de rôle, tel que moi je l'ai découvert et ce qui a fait que j'y suis allé, ça n'a jamais été découvrir des nouveaux univers dans des livres, découvrir les dernières mécaniques qui viennent de sortir. L'impulsion première, pour moi, hein, j'entends, je dis pas que c'est le truc. Moi, l'impulsion, ça a toujours été, je vais pouvoir créer ce que je veux, quoi. Je vais pouvoir bidouiller. C'est une expérience qui va se passer autour de la table et qui va complètement nous appartenir. Et avec Shadow Dark, j'ai vraiment la base qui filtre le plus toutes les idées que j'aime bien de différents jeux, Donjons et Dragons 5e édition, tout simplement. Mais aussi les petits backgrounds qui, je pense, doivent être un peu inspirés de Knave ou de Maze Rat, vu que l'autrice côtoie un peu l'auteur de Knave, Maze Rat. Des trucs par rapport à la gestion du temps qui, à mon avis, lui sont inspirés en partie de Runehammer. L'esprit OSR qui lui vient de tout son background, en fait, de jouer avec des gens qui jouent dans le style un petit peu old school. Le Gauntlet de Dungeon Crawl classique, l'avantage des avantages de la 5e édition. Plein de trucs grappillés à droite à gauche, rassemblés sous une même philosophie, une même vision. Et personnellement, je trouve qu'il y a rien de trop, rien de pas assez. Voilà, c'est une belle rencontre. Je vous dis pas, parce que là, vous l'avez bien compris, cette vidéo est complètement biaisée si vous ne connaissez pas la chaîne. Si vous regardez les vidéos, vous devez vous dire « Ouais, on sait que t'aimes bien Shadow Dark. Écoutez-moi !» Pour moi, c'est le jeu qui s'approche le plus parfaitement de ce que je recherche. C'est ma version préférée de Donjons et Dragons. Donc voilà, je suis trop content de l'avoir entre les mains. Je vais pas faire la review du jeu, parce qu'en fait, c'est juste semaine après semaine ce que je fais en permanence, j'ai l'impression, puisque je vous parle de ce que je fais, et que je joue tout le temps à ça en ce moment. Objectivement, Shadow Dark, c'est du donge, c'est pas 100% old school, c'est pas 100% moderne, c'est
un chemin entre les deux. Et c'est comme ça qu'il est vendu. Dans les autres trucs objectifs, il y a le gimmick de la torche qui dure 1 heure, que vous avez peut-être vu si vous avez vu des vidéos sur Shadow Dark, etc. Si vous n'avez pas vu, allez voir les vidéos précédentes de la chaîne. Beaucoup de gens disent que c'est inspiré surtout de Dungeon Crawl classique, d'autres de la 5e édition. Beaucoup de gens disent que c'est le chemin, la passerelle parfaite pour commencer à devenir un bon petit grognard si on vient de la 5e édition, pour mettre le pied à l'étrier dans l'OSR. Voilà, chacun essaie de positionner ça un petit peu. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeu qui est excellent et qui est tout ce que je recherche. On va aller voir un petit peu les trucs physiques. Comme ça, vous vous ferez une idée en feuilletant. Vous verrez un peu. Le voilà, le livre ultime de l'année 2023 et sûrement de 2024, Shadow Dark. Je suis trop content. Donc en fait, c'est un livre, le format, si vous voulez, j'ai vu des mecs qui faisaient des comparaisons. Si vous voulez avoir un feuilletage complet, etc., il y a déjà plein de vidéos en anglais et tout. Je vais vous dire rapidement les trucs que vous verrez sur toutes les autres vidéos. Le livre est au format de ceux de Old School Essentials, c'est-à-dire qu'il est petit, pratique. Actuellement, il existe en 2 versions. On a une version classique qui est selon moi la meilleure et une version de luxe, alors premium, machin, qui est super belle, qui est plus épaisse et qui a un papier plus épais, donc un peu moins pratique et surtout moins pratique à ouvrir, à tourner les pages, c'est un peu plus dur, donc c'est là, franchement, pour moi c'est juste une version de collection. Je suis très content de l'avoir parce qu'elle est trop belle et juste c'est un des jeux où à chaque fois que je le regarderai, je sais que ça c'est de la dinguerie. Mais celui-là est beaucoup plus pratique parce que les pages sont plus souples, elles sont un peu moins épaisses. Et donc là-dedans, comme je le disais, il y a absolument tout pour jouer. C'est pas un triptyque, c'est pas non plus un jeu minimaliste. Il y a une tonne de choses à l'intérieur, on va regarder vite fait après, même si j'ai déjà fait une vidéo sur le PDF. On va regarder un petit peu d'abord le matos, quoi. Donc ensuite, vous avez les 3 Curse Scrolls In. C'est le format que qu'Arcane Library et Kelsey, l'autrice, comptent développer pour faire une gamme. Donc ça, c'est assez cool parce qu'il y a beaucoup de jeux minimalistes, OSR, etc. qui finalement sont une sorte de petits fascicules de une personne qui se dit voilà, moi c'est comme ça que je joue à Donjons et Dragons, voilà des règles et tout. Et ça donne pas lieu à une gamme, etc. Là, il y a un esprit de gamme qui arrive, sur quand même une philosophie de pas sortir plein de gros bouquins remplis d'options, etc. Mais plutôt dans l'esprit modulaire, avec le format zine. Donc à chaque fois, derrière chaque zine, vous avez une table aléatoire. Et à l'intérieur, vous allez avoir des trucs que pareil, on a déjà regardé un peu dans les PDF. Vous allez avoir une map pour faire un petit X-scroll avec ces tables aléatoires. Puis vous allez avoir des nouvelles options pour vos personnages qui sont honnêtement, bah voilà, des trucs... je dirais que à pas mettre nécessairement dans toutes vos campagnes et tout, encore une fois, c'est modulaire et ça change le ton et les classes, entre guillemets, peuvent faire un petit peu, je vais pas dire doublon, mais elles peuvent se marcher un petit peu sur les pieds, forcément, parce qu'elles sont un peu plus hybrides, etc. Et surtout, elles apportent un ton vraiment très différent. Donc, je pense pas que l'objectif ce soit de se dire que ça c'est des suppléments pour créer des personnages et faire des groupes, vous savez, où il y a un samouraï, un viking et une sorcière, mais vous avez des nouvelles options qui vous donnent des idées pour créer, en fait, parce que honnêtement, je trouve que Shadow Dark, ça donne vraiment envie de créer ses propres trucs, vu que c'est très filtré. On n'hésite pas à ajouter des choses. Donc ça peut vous donner de l'inspi, avec à chaque fois, bah, là, par exemple, les mécaniques liées à ces classes, ça veut dire qu'il va y avoir des nouveaux sorts, par exemple, pour les sorts un petit peu dark, vous voyez, la magie diabolique. Vous allez avoir ces nouveaux sorts, tac, tac, tac. Ensuite, vous allez avoir les entrées un peu plus détaillées du X-Scroll que vous avez au début à chaque fois. Donc avec les clés du X-Scroll, genre dans telle case, vous avez la hutte de Drusilla, la cave du troll, le machin, toujours de manière très concise pour vous derrière développer un peu vos trucs. Et généralement, avec ça, vous avez un petit bestiaire et un donjon. Et donc c'est super cool, ce petit format. Donc, vous en avez un peu pour un côté dark et tout, un peu gothique horror avec des sorcières, des démons, des machins. Vous en avez un peu plus pour le désert, une ambiance un peu ouais, sword and sorcery, arabisante, avec des règles pour les montures, les combats d'arène, 3 nouvelles classes aussi et un donjon. Et évidemment, pareil, voilà, un X-Scroll, un donjon, qui se trouve dans ce X-Scroll à chaque fois ce donjon, plus des entrées. Ici, pareil, voilà les Vikings, on a 2 classes.
On a des nouvelles règles, des nouveaux équipements. Donc ça, c'est vraiment les petites extensions, on va dire, entre guillemets, propriétaires, je ne sais pas comment dire ça mieux, puisque en soi, comme de toute façon, c'est un jeu à old school, en tout cas qui est la philosophie old school, en fait, vous allez pouvoir venir y greffer tout ce que vous voulez du Dungeonverse et de vos autres trucs OSR. Ensuite, moi, j'ai pris un truc qui, honnêtement, n'est pas utile, mais c'est la collectionnite, ça, pour le coup, mais pour une fois, ça en vaut la peine vu que le jeu est juste insane. C'est que j'ai repris le kit d'initiation. Donc ça, vous pouvez le trouver gratuitement en fait en PDF, ces deux trucs, sur le site de The Arcane Library. Vous avez vraiment de quoi jouer un moment parce que ça se contente pas de vous donner un truc d'initiation. Hein. Vous avez vraiment en soi les règles complètes, avec pas tous les sorts, donc vous pouvez pas monter jusqu'au niveau max pour les lanceurs de sorts, mais vous avez la création de perso et tout pour les joueurs. Et à côté, dans votre Game Master Quick Start Guide, là, vous avez des pièges, vous avez la philosophie de jeu, comment on donne de l'XP, etc. Donc ça ne se contente pas d'être un petit module d'initiation, vous pouvez jouer derrière, vous avez une table aléatoire pour des ruines, une table aléatoire pour des rumeurs. En gros, vous avez un échantillon en fait de ce qu'est le livre de base. Il ne vous manque rien a priori en termes de règles, juste de l'inspiration, plus de tables aléatoires, plus de monstres, beaucoup d'objets magiques aussi. Mais vous en avez quand même, vous voyez, vous avez aussi un module que j'ai fait jouer 3-4 fois celui-là, qui est vraiment très cool pour initier au genre. Et voilà, vous voyez, vous avez quand même quelques objets magiques ici. Et vous avez une table de trésors pour les premiers niveaux et un bestiaire qui honnêtement n'a pas à rougir, qui va vous permettre de jouer un bon moment. Avec ça, vous avez, alors je sais plus lesquels sont, il y en a qui font partie du kit d'initiation, ce sont des prêts-tirés, mais moi j'en ai pris en plus, hein. J'ai pris tout ce qu'il y avait. Donc ça c'est des prêts-tirés, je trouve le format excellent, moi ça me fait vraiment penser à Escape the Dark Castle, le jeu de société, de toute façon l'art, le design global de la gamme. Et voilà, vous avez bien solide sur une petite feuille cartonnée votre petit personnage prêt-tiré, vous pouvez le plastifier et les réutiliser à l'infini. Ce qui est rigolo là, c'est de voir ces trucs parce que je les ai déjà imprimés pour jouer en physique et là maintenant je les ai en qualité ultra cool. Donc vous avez que des trucs des 4 classes de base, vous n'avez pas les trucs des Cursed Scrolls, etc. Ça va que être des mages, des prêtres, des guerriers et des clercs et des voleurs, pardon. Mais vous en avez une blinde avec des super illustrations qui pètent la classe. Ensuite, vous avez des mini-donjons qui peuvent être joués en one-shot, avec à chaque fois leur table de rencontre aléatoire, leur petite map. Donc c'est presque plus des sortes d'antres, des lairs, comme on aime à dire dans le vocabulaire Dungeon and Dragon, que des véritables donjons, parce qu'ils sont petits, donc mini-donjons, l'air. Et c'est double face, derrière vous avez le truc avec ce qu'il y a dans chaque pièce. Donc en fait, ça, je pense que c'est top pour lancer des petites parties, parce que vous prenez juste ça, vos pré-tirés, là, vos sortes de cartes, là, et votre livre de base, vos dés, et puis c'est bon. Il y en a pour différents niveaux, je les ai pas joués. Il y en avait un qui est pas envoyé, qui était une sorte de bonus qu'on recevait en PDF, que j'ai fait jouer. J'ai pas fait jouer ceux qui sont imprimés, mais je pense les faire jouer à terme pour le test, parce que ça donne toujours des idées. Le fait de jouer à un donjon, plutôt que de simplement le survoler, ça fait que vous avez une expérience avec ce donjon qui va un peu plus vous marquer, et vous allez plus pouvoir intégrer certaines des idées que vous avez trouvées cool lorsque vous avez joué le donjon. En réalité, en truc officiel, j'ai joué que le kit d'initiation et un donjon qui se trouve là-dedans et un petit donjon en PDF gratos. Après, j'ai joué d'autres trucs créés par des amateurs, enfin des indépendants, puisqu'il y a une licence qui permet à tout un chacun de créer dans Shadow Dark. Et donc, j'ai encore pas mal de matériel, on va dire, officiel à tester. En particulier, je sais que le donjon de ce Cursed Scroll a été pas mal plébiscité, un donjon de niveau 1. Il faudra que je le joue un jour. Tout ça, je compte bien tester à un moment donné, même si vous suivez la chaîne, vous savez que moi je suis plutôt en mode j'aime bien jouer les trucs que je crée. Ensuite, il y a 4 petits monstres. Alors ça, c'est parce que Kelsey crée des monstres chaque mois. Bon, là, avec la précommande à gérer et tout, elle suit pas toujours le rythme, mais en principe, ça s'appelle les monstres du mois, entre guillemets. Donc à chaque fois, vous avez l'illustration. Et c'est pas seulement un monstre, c'est plutôt une famille de monstres. Par exemple, ici, on a les Brain Eaters, donc on reconnaît tout de suite le truc de D&D dont j'imagine on n'a pas le droit d'utiliser le nom. On a des cubes gélatineux là, des monstres crabes, Mazim the Mesmerist.
un sorcier maléfique. Et il y en a d'autres qui sont que en PDF, qui sont gratuits, je crois. Je pense que c'est gratos. Ensuite, un des trucs que j'attendais le plus après le livre de base, évidemment, c'est l'écran, qui pour moi est vraiment parfait. Dans mes dernières parties en physique, je jouais sans écran. De plus en plus, j'essaye de gagner de la place autour de la table pour être plus près des joueurs, etc. Et pouvoir plus interagir avec la map, les figurines et tout, parce qu'en général, vous voyez, j'en profite pour dire que c'est pour ça qu'aussi le format du livre, c'est important parce qu'il prend moins de place à table. En réalité, pour avoir joué par exemple pendant tout le début d'année 2023, genre à Symbaroum et tout, j'étais un peu obligé d'avoir une tablette et d'aller dans des PDF si je voulais pas remplir la table de bouquins qui prennent plein de place. Ça fait vraiment une économie de place. Et l'écran, il est tout petit, là je sais pas si on s'en rend bien compte, mais il va pas du tout vous couper de la table. Il va aussi être facile à transporter. Pareil, si vous voulez un peu aller jouer à droite, à gauche, ce sera simple. En fait, il fait la même hauteur que le bouquin, je crois. Donc ouais, facile à transporter. Et à l'intérieur, ce qui est cool, c'est que c'est que de la table aléatoire. Donc pour du PNJ, improvisé, avec des tables pour les noms, etc. Donc quand à chaque fois on vous dit honnêtement, pour improviser, un truc vraiment important, c'est d'avoir une liste de noms au cas où. Là, vous l'avez dans votre écran du maître de jeu, donc ça fait plaisir. Vous avez aussi un rappel des règles de rencontre aléatoire qui est bien pratique, avec des trucs dont j'ai souvent parlé sur la chaîne. La fréquence des rencontres, l'activité en cours des créatures, distance, réaction. Vous avez une table aléatoire de trésors. Un truc pour vous rappeler un petit peu comment distribuer l'XP en fonction des trésors qui sont trouvés. Donc il y a des trucs au bout d'un moment, honnêtement, je pense avec la pratique, vous les connaîtriez par cœur. Typiquement ce truc-là, au bout d'un moment, vous en auriez plus besoin. Donc il pourrait sûrement sauter. Mais sinon, c'est que des trucs qui peuvent servir concrètement. Alors évidemment, vous n'avez pas une variabilité infinie de ces tables aléatoires, mais avec toutes les combinaisons, déjà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et surtout, c'est pour les trucs sur le pouce auxquels vous n'avez pas pensé. Vous êtes là, oh merde, un nouveau PNJ, comment il s'appelle? Il s'appelle Syrtos, il est excentrique et c'est un collecteur des impôts. Un drôle de personnage, si vous voulez mon avis. Si je m'amusais à tirer ici qu'en plus c'était un enfant, là on aurait une situation originale. Bref, l'écran est top et ouais, l'illustration, moi je la trouve un peu psyché. Elle me fait encore une fois beaucoup penser à Escape the Dark Castle, Darkest Dungeon, tout ce délire là. Moi j'aime beaucoup le noir et le blanc. En plus, j'adore les trucs très contrastés en termes d'illustration. Ça pète, ça met une ambiance métal à la table. Ça, c'est vraiment un truc aussi, un point à noter, c'est que tous les trucs que je vous montre là, il y a une vraie, je trouve, cohérence. Alors, de temps en temps, il y a des illustrations, il y a différents artistes pour les illustrations des bouquins, mais donc de temps en temps, il y a des trucs qui peuvent ne pas être exactement dans le même style, mais il y a quand même cette cohérence globale que je trouve bien respectée. Donc, on va regarder vite fait le livre de base. Donc là, je vous repasse le premium, mais nous ce qu'on va regarder c'est celui-là, c'est celui que je conseille. Ce qui est cool c'est que les règles sont tellement simples qu'a priori, alors moi j'ai jamais fait ça, hein, j'ai jamais eu à ma table tous les joueurs qui avaient le livre de règles et tout. Je sais que pour Donjons et Dragons ou même des trucs à la Pathfinder et tout, bon bah il y a beaucoup de gens qui sont assistés par ordinateur pour comprendre les règles, qui intègrent ça à leur virtual tabletop, pardon, ou qui se retrouvent un peu à avoir chacun leur livre de base pour avoir les références des règles sous les yeux. Dans Shadowdark, vous n'en avez pas besoin. Je pense que dans le pire, allez, au max, vous avez besoin de 2 livres. Un pour le MJ et un pour les joueurs, pour les sorts. Mais au final, s'ils rédigent leurs sorts de manière concise, ce qui est honnêtement pas très difficile parce que le jeu est concis de base, vous n'avez pas besoin de plus que ça pour jouer en fait. C'est un jeu tout en un, avec toutes les bonnes idées, enfin, ce que j'estime être des bonnes idées de plein d'autres jeux que j'ai pu compulser, qui ont été filtrés et qui se retrouvent là-dedans. Donc déjà, première double page, on a un rappel des armes, des armures, des règles de base. Alors ça, honnêtement, au bout d'un moment, vous n'en auriez plus besoin. Donc est-ce que c'est important que ce soit là? Je ne sais pas. Peut-être qu'on aurait pu avoir d'autres tables aléatoires. Une fois que vous maîtrisez le jeu, vous n'en aurez plus besoin. Par contre, tant que vous ne maîtrisez pas le jeu, dès que vous ne savez plus pour les règles, boum, là vous avez honnêtement le résumé. Et ici, vous avez toute la partie table aléatoire qu'on avait sur l'écran. Donc on pourrait se dire que ça fait doublon avec l'écran. C'est pas complètement faux. Alors c'est pas exactement pareil puisque là vous avez des noms tout de suite créés, là où sur l'écran c'était des additions de syllabes. C'est pas exactement les mêmes, là on a une table de correspondance des langues et tout. Ici vous avez un rappel de la conversion de vos caractéristiques en modificateurs. Donc il y a quelques trucs qui changent. Mais bon, globalement, si vous avez l'écran, ça vous l'aviez à peu près.
Mais si vous n'avez pas envie d'avoir l'écran, honnêtement, n'est pas du tout nécessaire. Donc, je repasse vite fait sur le jeu. Pareil, pour aller dans les détails, il y a d'autres vidéos sur la chaîne de feuilletage où je me plonge dans une classe pendant 20 minutes, etc. Donc on va pas faire trop long. Ici, on a les règles de base. C'est du D20, on essaie de faire le maximum. On récupère les avantages, désavantages de Donjons et Dragons pour gérer, pondérer un peu si quelqu'un est compétent, s'il est dans une mauvaise situation, etc. On a des niveaux de difficulté de 9 à 18. Voilà, il faut dépasser la difficulté pour réussir les jets. À chaque fois, les illustrations sont gorgeous. Gorgeous. Un truc que vous notez tout de suite, qui était déjà vrai dans les PDF, mais qui se voit encore plus, je trouve, en bouquin, c'est à quel point c'est clair, en fait. Genre vraiment, tu peux pas te perdre dans le livre, en fait. Tu retrouves les informations immédiatement, elles te sautent aux yeux, c'est calculé. C'est calculé pour. Donc là, on a une overview des termes techniques. Ensuite, on a la possibilité de commencer niveau 0, possibilité de commencer niveau 1. Comment on tire nos stats. Les races, Ancestry, une double page. Les classes, à chaque fois une seule page. Donc les 4 classes classiques. Le background, qui est vraiment un truc bienvenu, hein, qu'on retrouve dans Nave, qu'on retrouve dans plein de jeux, qui permet de donner de la couleur. Vous voyez, par exemple, dans les jeux modernes, on aime bien définir nos personnages plus par des mots que par des chiffres. Et ben ça, c'est une des idées un petit peu plus modernes, je dirais, qui est un peu amenée, vous voyez, dans le genre, qui fait que le jeu n'est pas old school à proprement parler, puisqu'avec ça, ça va nous permettre de savoir un petit peu, au-delà de ma classe, qui est plus un archétype, on va dire, d'aventurier au sens large, bah, qu'est-ce que c'est mon passé et dans quel truc je pourrais être un peu compétent et tout. Avec un simple mot, sans ajouter de chiffres sur la fiche, ça va permettre au MJ peut-être de changer la difficulté des jets ou de me donner un avantage à certains jets de dés, etc., etc. Ensuite, on a l'alignement chaotique, lawful, neutral, donc de la Sword and Sorcery classique. On a un petit panthéon qui est complètement optionnel. On a les titres qui, pareil, ça c'est on va dire un trait, un mot qui n'a pas besoin d'être forcément accompagné d'une stat. Et si on pense à s'en servir, parce que ça va apparaître sur la feuille, donc on va pas, normalement, à certains moments, les PJ vont s'en souvenir, ils vont pouvoir nous dire, ouais, mais quand même, moi je suis niveau 8 de guerrier, donc j'ai une réputation de chef de guerre, quoi. C'est ça mon titre. Donc est-ce que je devrais pas, impressionner les gens, etc. On va dire que là où le background, en termes de traits, va nous permettre d'arbitrer un peu dans quoi on est compétent, là, ça va nous permettre d'arbitrer un petit peu notre statut social, comment les autres nous perçoivent, si ils nous connaissent, en tout cas. Et donc, ça va nous aider à savoir, lors des phases sociales, comment gérer les situations. Bon, je suis en train de recommencer à m'arrêter à chaque page, donc je vais avancer. Donc, on a les langues, on a l'équipement. On a une liste de noms. On a comment on monte en niveau, création de personnages aléatoires. Ensuite, on a la magie, donc les sorts, ça fait... les sorts, c'est quelques pages, mais contrairement à certains jeux où les sorts sont décrits dans les grandes largeurs, là, on est sur un truc plus simple, où on va pouvoir arbitrer, faire jurisprudence, entre guillemets, et on a pas mal de sorts par page, bien visible, on comprend direct. Une table de catastrophe magique, puisque c'est un jeu où on jette les dés pour lancer les sorts, c'est pas de la magie ancienne classique. Et donc on peut se foirer, tout ça, oublier nos sorts si on rate un GD. Je repasse pas sur les règles, mais voilà. C'est cet esprit-là, avec un peu les effets chaotiques de la magie. Ensuite, on a la partie gameplay, mais qui tient, voilà, ça c'est les règles du jeu. Voilà, ça c'est les règles du jeu, c'est 15 pages à peine. Et donc on va nous expliquer qu'on est des aventuriers, comment on fait pour les lancer de dés, le lock token qui revient. Donc ça typiquement c'est le fait qu'il soit mis en avant comme ça, que ce soit pas genre un petit truc dans un petit point qui est une page dédiée. Ça pour moi c'est un rappel à Index Card RPG direct. D'ailleurs ça je pense que c'est une des illustrations de Enter Infernal. Dans le genre inspiration Runehammer, on a aussi par exemple à mon avis le fonctionnement des jets de dés quand on est à 0 point de vie, tout ça. Ça c'est du Runehammer style. Donc ouais, utiliser les caractéristiques, faire des jets de dés, le temps, comment ça marche l'exploration, le repos, etc. On a l'explication un peu sur le système de torche qui honnêtement est un peu un gimmick qui ne définit pas autant de jeu qu'on aurait pu le penser, je pense, qui n'est pas en soi nécessaire, mais qui a permis quand même à Shadow Dark de se donner une petite identité au milieu de tous ces trucs old school. Sur le point de vue mécanique, j'entends, puisqu'il a déjà une énorme identité visuelle et une identité dans le simple fait de son ambition en fait d'être
un livre clé en main, pas un truc minimaliste ou un truc qui est complètement tourné vers le passé où il n'y a pas que de l'implicite, quoi. On vous prend par la main dans le bouquin. Donc les voyages, le repos, enfin le downtime, ouais, le carousing qui vous permet de dépenser aux pièces d'or pour gagner de l'XP, un petit jeu de taverne, Wizard and Thief, que j'ai toujours pas testé d'ailleurs. Un exemple de jeu. Et ensuite, Game Master. Game Master, votre rôle, le rôle des joueurs, et le core ethos. Donc ça, on peut peut-être s'arrêter vite fait. Le jeu nous fait bien comprendre que le temps va être une ressource précieuse, et ça, je comprends pas que ça soit pas expliqué aussi, de manière aussi limpide dans beaucoup plus de jeux de rôle, parce qu'il y a tellement de moments dans une partie de jeu de rôle où vous dites pourquoi on lance les dés, il n'y a pas d'enjeu. En fait, il y a toujours un enjeu pour moi. Pourquoi on passe pas juste à la scène suivante quand on essaie d'ouvrir une porte? Pourquoi machin? Pourquoi truc? Pour moi, le temps, c'est l'enjeu d'absolument toutes les scènes si vous voulez qu'il y en ait un. Donc le temps, pour moi, c'est vraiment... Et on parle bien de temps dans la fiction, hein, c'est genre... Si dans l'heure, on n'a pas arrêté le méchant, il va faire quelque chose parce que nous, on est en train de rien faire. Donc je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée de le mettre en avant. Ensuite, Darkness, ça c'est plus, on va dire, un truc de Shadow Dark, vu qu'on n'a pas de Dark Vision et tout, qui est en corrélation avec le temps, vu que nos torches sont en temps réel. On a l'équipement, on a l'économie d'action. Voilà, on nous dit les trucs sur lesquels le jeu essaye de se concentrer. On nous parle de l'équilibrage, de télégrapher le danger. J'ai déjà fait une vidéo spécifique là-dessus. Running the game. Donc là, vous avez vraiment des trucs basiques, un peu de l'idée OSR, rule vs ruling, character skill vs player skill, sans en faire des tonnes, sans faire un essai là-dessus, parce que le jeu veut être efficace, veut que vous jouiez. Il veut pas vous expliquer ce que c'est le jeu de rôle, etc. Et donc, on vous donne juste les clés de compréhension de la manière la plus concise possible. En fait, il y a vraiment un exercice de concision qui est dingue. Vous n'êtes pas l'ennemi des joueurs. Posez le ton. Les modes of play. Alors, les modes of play, ça, c'est un truc à souligner. Ça, c'est l'invitation pure et simple à vous dire que, OK, vous avez acheté un jeu de rôle. OK, l'auteur, il a des idées, tout ça. Mais vous faites ce que vous voulez de ce bouquin et regardez comment, en changeant quelques petites règles, nous, on se permet des trucs. On vous permet de jouer un peu en mode pulp. Alors, ça va peut-être pas remplacer un jeu qui est 100% focalisé là-dessus, etc. Mais essayez quoi. Essayez de faire ça. Essayez de bricoler. Essayez de vous approprier le matériel que vous avez entre les mains. Nous, on vous dit que vous gagnez de l'XP en prenant des trésors. Bah, essayez le Hunter Mode. Si c'est ça qui vous intéresse, faites que vos PJ gagnent de l'XP en tuant des monstres. Bon, moi, à titre perso, je trouve pas que c'est le truc le plus intéressant du monde. Mais voilà, on vous dit que vous pouvez modifier votre jeu en touchant à de tout petits paramètres. Effectivement, ça va beaucoup changer votre campagne. Donc, c'est bien que ce soit dans les modes of play et pas juste dans des petites options encadrées, vous voyez. Je trouve que c'est une bonne idée pour le coup. Alors, il y a d'autres jeux qui le font, hein. Mais il y a pas mal de jeux où, en fait, vous venez de lire une règle et à côté, il y a un encadré où c'est écrit option de changement de règle, un autre encadré qui dit option de changement de règle. Et je trouve que ça manque de cohérence. En fait, vous avancez dans le bouquin et à la fin, quand vous avez fini votre lecture, vous dites, attends, c'est quoi les règles de base du jeu? C'est quoi ce que j'ai lu qui étaient des options? C'est quoi ce que j'ai lu qui sont les règles de base? Comment je combine les différentes options pour avoir vraiment l'expérience que je souhaite? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent d'essayer de regrouper un petit peu des tout petits tweaks que vous allez pouvoir faire et qui vont changer des trucs. Il y avait ça, je crois, dans L5R, qui était plutôt bien fait, ou même dans Donge 5, hein, pour le coup, je crois qu'il y avait ça, mais je sais plus. En tout cas, moi, je trouve que cette approche-là est intéressante. Les rencontres aléatoires. Ici, on vous donne des trucs un peu pour créer vos donjons. Donc là, vous avez du matos pour créer en tant que MJ. Ça aussi, c'est un truc qui a été souligné par pas mal de gens avec lesquels je suis très d'accord. C'est que c'est un jeu de rôle, on va dire, pour les MJ, en fait. Le bouquin est vraiment conçu pour les MJ parce qu'il est simple d'utilisation. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis très content de le recevoir en physique, alors que j'y joue déjà depuis 1 an quasiment en PDF. C'est qu'en fait, il est efficace, quoi. C'est un objet pour jouer et il est bourré d'idées. La grande majorité du bouquin, les gars ont compris que c'est les MJ qui achètent les livres et c'est les MJ qui lisent des livres et que à beaucoup de tables, à part les tables hardcore, les joueurs sont pas plongés dans les règles en fait. Et donc, leur mettre 1 milliard d'options au final pour que ce soit le MJ qui essaie de leur présenter, etc., c'est pas forcément ce qui est le plus efficace. En général, instinctivement, un joueur, plutôt que de plonger dans un livre et d'essayer de créer son personnage, il va essayer de dire bah, j'essaie d'apprendre à me battre à l'épée plutôt que d'essayer d'aller regarder dans le bouquin s'il y a un don pour savoir se battre à l'épée. Il va vouloir faire des trucs dans la fiction.
Et c'est l'approche qu'a le jeu d'ailleurs, je sais plus où c'est. Il y a un truc qui s'appelle le learning comme mécanique. Et c'est pas si détaillé que ça, mais c'est l'idée que, eh ben, même s'il y a des classes avec des talents, etc., hyper concises, si vos PJ ont envie de s'entraîner et tout, avec la table, vous avez peut-être trouvé un moyen que voilà, votre guerrier, il ait un sort, vous voyez, parce que votre guerrier voulait absolument faire de la magie et avoir un sort. Bon, bah pourquoi pas à un moment donné dans la campagne. C'est un truc qui est possible. Alors on vous recommande, pour éviter que les classes se marchent sur les pieds, de pas vraiment les piquer des features entre classes, mais honnêtement, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas là pour satisfaire le game design de quelqu'un. Vous avez des rumeurs, vous avez de quoi créer des aventures, parce que là j'ai encore fait une méga dérive. Donc vous avez vraiment des trucs pour préparer la partie, qui sont concis, hein, c'est pas des essais encore une fois, mais vous avez vos tables aléatoires pour créer une map de donjon, une map Overland Travel. C'est pas les trucs les plus poussés, hein. J'ai un autre truc à côté, regardez. Hop. Vous voyez ici, juste à côté de moi, j'ai Worlds Without Number. Bon là, World Without Number, l'unboxing qui part en couille. Vous voyez, il y a 1 milliard de tables aléatoires et tout aussi, beaucoup plus détaillées, beaucoup plus précises, etc. pour préparer tout un univers de jeu de rôle. C'est un excellent bouquin. Mais vous voyez comme il n'est pas pratique. En tout cas, pour moi, il remplit évidemment sa fonction d'exhaustivité en un seul livre. Vous avez tout le jeu dans le bouquin. Mais en termes d'efficacité de délivrance de l'information, il est pas vraiment au niveau de Shadow Dark. Je me vois mal improviser avec ça. Par exemple, là, World Without Number, pour moi, ça va être un bouquin pour faire du world building. Shadow Dark, c'est un bouquin pour préparer la session du lendemain, improviser, jouer et être présent à la table. C'est un peu ça l'idée. Donc là, vous avez des trucs pour créer des tavernes, des magasins, une illustration pleine page. Là, vous avez vos tables de rencontres aléatoires pour toutes sortes de biomes. Le district du château, la forêt, les hauts quartiers, la jungle, rivière et côte. Enfin, je vous en passe, mais vous avez de très nombreuses tables aléatoires qui feront pas tout, mais qui feront le taf qu'on leur demande dans le livre de base. Ensuite, vous arrivez au bestiaire qui, là, est très copieux, puisqu'en fait, c'est tout ça. C'est-à-dire que dans votre bouquin, alors, si vous enlevez les quelques pages pour vous donner quelques petits conseils pour préparer des monstres et tout, voilà, ça, c'est votre bestiaire qui est compris dans le bouquin. Vous avez tous les classiques, plus des boss un peu originaux qui ont un petit lore, etc. Mais globalement, c'est votre Dungeonverse, un peu grimdark, et un peu, on va dire, de la fantasy folklorique, quoi. Et je trouve qu'honnêtement, ça, par exemple, c'est un très bon point pour le jeu, qui fait que moi, il me donne beaucoup plus envie d'être joué que d'autres jeux plus minimaux. Dans d'autres jeux plus minimaux, vous voyez, le jeu est tellement réduit à la plus grande simplicité mécanique que vous auriez pu avoir un bestiaire, par exemple, sur juste une page, avec une ligne, le nom du monstre, dés de vie, attaque, une petite attaque spéciale. Là, en fait, on vous invite quand même encore à... On vous accompagne, en fait, dans un imaginaire. Là où certains jeux minimalistes poussent vraiment loin le degré de minimalisme et le côté on veut que notre bouquin soit le plus fin possible et ensuite c'est vous qui inventez tout. Shadow Dark, il fait un taf supplémentaire qui est pas négligeable, c'est qu'il est aussi très évocateur. Il a ce truc de comme vous avez avant les tables aléatoires là, toutes ces tables aléatoires elles renvoient vers des monstres qui sont dans son bestiaire. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes en impro, le MJ a quand même un truc à se mettre sous la dent, quoi. Parce que par exemple, dans un autre jeu, j'aurais pu avoir une table aléatoire, genre en mode les PJ tombent sur un Yeti troglodyte, je sais pas quoi, qui est en train de secouer un arbre pour en faire tomber des noix de coco arctiques. Vous dites, ok, super, c'est original et tout. Maintenant, j'invente mon Yeti, bon, bah, je vais le mettre HD8, plus 2 pour attaquer. Vous lui improvisez un petit profil vite fait. Et vous avez moins ce truc que j'apprécie de vous dire en tant que MJ, oh, c'est quoi ce monstre sur lequel il tombe? Attendez, moi aussi, je vais découvrir le monstre avec vous et je vais aller dans le bestiaire et aller le chercher dans le bestiaire. Et il a vraiment son petit profil, sa petite phrase de description et tout. J'ai la sensation d'explorer dans le livre aussi. Il n'y a pas qu'une histoire d'efficacité de la règle, il y a aussi un voyage pour le MJ en fait. Moi, je trouve que c'est important aussi que je trouve que la passion vit aussi en dehors des parties, etc. Enfin bref.
je me perds dans mes trucs mystiques qui ne parlent peut-être à personne. et en plus, voilà, les blocs sont très très concis, à part quelques exceptions, vous voyez. Quand il y a un monstre qui débarque, vous le comprenez en un clin d'œil, à part certains gros boss, comme Mordanticus the Flayed, là, cette sorte de momie. Bon, vous pouvez pas capter ce qu'il fait en un clin d'œil, parce que lui c'est un boss, parce qu'il a ce petit truc. Mais la plupart des autres monstres, c'est en un clin d'œil. Donc vous avez gros bestiaire. Et ensuite, vous avez un truc que je trouve super super cool, qui est vraiment développé, et qui je trouve manque à beaucoup de jeux, là pour le coup. C'est vraiment qu'il y a beaucoup d'objets magiques. Alors qu'ils ne sont pas forcément révolutionnaires, etc. hein. Mais il y a vraiment beaucoup d'objets magiques. En fait, toute la fin du livre, ça c'est le loot, quoi. C'est les objets magiques. Donc, vous avez des trucs pour tirer aléatoirement des trésors, et qui sont pas chiants, quoi. C'est pas juste des pièces d'or et tout. Il y a vraiment une grande variété. Alors moi, ça m'est arrivé paradoxalement de quand même tomber pas mal de fois sur les mêmes entrées. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est le hasard. hein. Et ensuite, vous avez vraiment un truc pour créer des objets magiques. Et je trouve que c'est hyper important dans un jeu où le propos à la base, c'est quand même d'aller dans des donjons, de battre des monstres, etc. de base. hein. Ça reste en son cœur. Shadow Dark est un jeu de dungeon crawl. Bah, je trouve que souvent, c'est un peu négligé les récompenses que vont pouvoir trouver les joueurs. Et là, on a de quoi faire, quoi. On en a une paire avec des petites illustrations, pareil. Donc, c'est pas juste une longue liste de 100 objets magiques avec juste un petit bonus. Vous voyez qu'il y avait, par exemple, dans Index Card RPG. Dans Index Card RPG, c'était des grandes listes. C'était un peu moins sexy. Là, il y a plus le côté, même pour le MJ, de genre, oh, ils ont trouvé le cube de perfection de Braque. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, boum, on a une super illustration. Une petite description et tout. Et ça, je trouve que c'est vraiment trop bien. En plus, toutes les maths du jeu sont simples. Quand vous trouvez un objet magique, c'est directement impactant vu que la courbe mathématique de progression des personnages est relativement stable. Quand ils vont trouver, je sais plus, il y avait un objet d'ailleurs, je pense qu'il a été dessiné par le mec, par Anchor Infernal de Runehammer. Il est où? Voilà. Quand vous tombez sur le marteau de guerre des seigneurs nains, avec cette super illustration, en tant que MJ, et que vous lisez à voix haute à votre joueur que c'est un marteau de guerre +1, +2 si c'est un nain, et qui fait le double de dégâts. Vous voyez, c'est pas genre plus un petit bidule, je sais pas quoi, à la marge. C'est genre, à partir de maintenant, tu fais le double de dégâts sur les géants avec cette arme. Quand ça tombe, je sais pas, je trouve que c'est ultra évocateur, c'est ultra... en fait, ça fit parfaitement la fantasy classique, le sentiment de puissance quand on trouve l'objet, je trouve. Par rapport à un long texte avec plein de descriptions techniques de l'objet. Ici, c'est concis. Enfin, voilà, bref. Vous avez compris, c'est pas juste un unboxing, c'est pas une découverte, c'est biaisé. J'y ai joué à balle à ce jeu, déjà, et je compte y jouer encore plus. Et le fait d'avoir le bouquin, bah, je suis trop content. Donc, si on devait résumer un petit peu, vous avez un livre de base, vous avez un écran de maître du jeu qui existe, vous avez tous ces trucs sous forme de petites fiches, je sais pas si on pourra toujours les acheter ou si c'était que des bonus de la précommande. Mais surtout, moi, à partir de maintenant que j'ai la base, bah, ce que je ziote, hein, ce que je vais attendre comme mon petit magazine, mon petit machin, bah, ça va être la sortie des prochains Curse Crawl, puisque je terminerai là-dessus. Si ce jeu peut vous permettre, à mon avis, de jouer 1 an, 2 ans, 3 ans, en fait toute votre vie. On sait tous en tant que rôliste qu'on aime bien quand même de temps en temps avoir une petite nouveauté, un petit truc. Et en plus, comme le jeu de base se focalise quand même plutôt principalement sur le dungeon crawl, même si, encore une fois, c'est de l'OSRC modulaire, vous allez très facilement faire bien d'autres choses que du dungeon crawl. Et ben, vous avez ces petits curse crawl qui vont vous ajouter des trucs genre survie dans le désert, les démons, les voyages en mer avec les vikings. Je pense que dans les prochains Curse Crawl, il va y avoir des trucs un petit peu plus sur des scénarios en extérieur. Il va y avoir aussi un supplément pour jouer en solo qui va sûrement arriver avec plein de tables aléatoires. Il va y avoir, je crois, un Curse Crawl plus focalisé sur les aventures urbaines. Enfin, vraiment, je n'ai qu'une hâte, c'est qu'il y ait ces nouveaux petits trucs. J'espère qu'il n'y aura pas genre un méga bouquin supplémentaire à acheter, etc. Honnêtement, je serais très surpris. Parce que la magie de ces bouquins-là, c'est que vous avez tout
pour jouer dedans. Le reste, c'est que du petit bonus. Donc voilà, j'ai terminé de vous montrer les trucs un petit peu en physique de Shadow Dark. Donc bon, je suis trop content. Je peux pas être objectif, ça sert plus à rien à ce stade d'essayer de vous faire une sorte de review. Je vous ai déjà trop parlé du jeu, et je pense que tous ceux qui en ont rien à foutre ont déjà quitté la chaîne. Un petit truc que je peux vous partager quand même avant de vous laisser, c'est le truc que j'ai envie de faire là avec Shadow Dark, justement en début d'année. J'étais en train de réfléchir à créer une sorte de campagne viking et tout. En fait, je me suis dit, je vais peut-être pas le faire tout de suite. En plus, je suis en train de lire un peu des bouquins sur les vikings vite fait, etc. Donc je me laisse le temps. Je continue à Shadowmarch, et ce que je vais faire en parallèle, là, ça commence d'ailleurs après-demain. Je vais essayer de faire jouer des parties complètement improvisées de Shadow Dark. Et partie après partie, essayer d'en tirer des leçons. Moi, ce que j'espère obtenir de ça, entre autres, c'est d'avoir l'occasion de faire jouer des gens Shadow Dark, que je trouve cool, d'initier un peu, de rencontrer un peu plus de gens du Discord, de voir des nouvelles têtes, quoi. Et ce que j'ai envie de faire par itération, là, en faisant à chaque fois des parties improvisées, la première fois, j'y vais genre vraiment à poil, sans me demander ouais, qu'est-ce que je prépare et tout, en mode full découverte, pas grave si c'est une catastrophe la partie. Et en fait, par itération, me dire, c'est quoi les autres questions que j'aurais pu poser, par exemple, pour faire émerger des trucs intéressants. Comment j'aurais pu mieux faire pour qu'on aille plus vite à l'essentiel, malgré le côté improvisation, utilisation de tables aléatoires, et essayer par itération comme ça de fluidifier mon impro avec ce jeu spécifiquement, et de tester plein de tables aléatoires. Donc je pense que là, pour la première, je vais essayer de jouer avec ces petites tables aléatoires là que je trouve bien sympathiques. J'ai plein de petits bouquins de tables aléatoires dans lesquels je vais picorer pour faire du world building, mais j'ai un peu envie d'en avoir un peu clé en main, et essayer de me baser que là-dessus pour improviser complètement une partie avec des joueurs, voir ce que ça donne. Et mon objectif, pour me mettre une sorte de petit challenge un peu à la con, c'est d'essayer de remplir ce carnet qui me servira jamais à rien. Vous voyez, ça c'est de la précommande. C'est pas pour cracher sur le jeu, hein. Mais c'est le genre de jeu où j'étais trop hype. Je me suis dit, ah vas-y, ça va être le prochain jeu, c'est sûr. Je me suis dit ça pendant 3 heures. C'était suffisant pour acheter le jeu. Et j'ai reçu le truc, et j'ai eu plein de petits carnets du jeu de rôle Avatar. Je sais pas s'il y en a qui jouaient, si c'est cool. N'hésitez pas à dire en commentaire. Et je pense que plutôt que les jeter ou qu'ils croupissent dans un coin, vu qu'ils sont vraiment petits, je pense que je vais essayer de le remplir de ces petites parties improvisées. De me dire, si à la fin de l'année, à chaque fois sur une double page, j'ai eu une séance complètement improvisée de Shadow Dark, j'aurais quand même fait un petit paquet de parties de Shadow Dark improvisées, et j'aurais sûrement quelque chose à retirer de cette expérience. Donc voilà, c'était un peu la suite. Là, ce que j'ai trop hâte, c'est de maîtriser Shadow Dark avec le bouquin physique plutôt qu'avec le PDF ouvert devant moi. J'ai testé aussi l'écran du maître du jeu, il passe à peu près devant mon écran sans occulter l'écran, et du coup je me demande si je vais pas presque jouer en analogique entre guillemets, juste avec Discord, un lanceur 2D en ligne et de la musique, et essayer de tout gérer, retourner un peu dans les carnets, tout ça, pour jouer à Shadow Dark sans me servir de mon double écran, etc. Pour ces parties improvisées en tout cas. Donc j'ai vraiment trop hâte, et voilà, j'espère pas vous avoir fait trop chier. C'était juste une pure vidéo de l'enthousiasme. Je pense que je vous ai rien appris de nouveau par rapport à mon premier feuilletage de Shadow Dark ou à toutes les vidéos que j'ai faites. Mais voilà, j'avais envie de partager ce truc cool parce que honnêtement, ma copine, quand je suis comme ça, elle me prend pour un débile. Ok ? Et elle est pas là ce week-end. Donc ce week-end, je vais juste me mettre de la musique dans les oreilles et me plonger dans Shadow Dark et faire du world building et faire des parties de jeux de rôle. Mais c'est pas tout de suite. Voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si jamais vous aussi vous avez eu un jeu comme ça récemment ou pas, où c'est vraiment un pilier, n'hésitez pas à le partager en commentaire, qu'on se fasse une sorte de bain mystique de plaisir rôliste. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt sur le Bon MJ. Ce matin, un jeu de rôle est arrivé par la poste. Et pas n'importe quel jeu de rôle, mon pote. Il s'agit de Shadow Dark, le jeu auquel je joue tout le temps. Mais maintenant, je peux le tenir entre mes mains et profiter de ce plaisir matérialiste. Renifler l'odeur de ces pages, compulser le bel ouvrage. Je ne te quitterai plus jamais. Tu es le plus beau de mes livres de jeux de rôle, Shadow Dark. Tu me donnes envie de jouer, partir à l'aventure et jeter les dés.